Bonsoir. Bon, désolé un peu pour le retard, on laissait un petit peu de temps pour les retardataires. Bon, c'est un immense plaisir qu'on a d'avoir avec nous ce soir David Claerbout et Emanuele Coccia, donc pour la présentation d'une œuvre, alors pas la dernière, mais une œuvre récente que David Claerbout a réalisée en 2016, The Pure Necessity, sur lesquels nos deux invités ce soir parleront après sa projection. Je vais présenter très rapidement David et Emanuele, dire sans doute quelques mots aussi sur les raisons de cette programmation ce soir dans le cadre des programmations films. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le travail de David Claerbout, on pourrait évidemment le situer entre l'image fixe et l'image en mouvement, dans une œuvre qui interroge d'une certaine manière les propriétés ontologiques à la fois de la photographie et du cinéma. Le travail de David, d'une certaine manière, et vous le verrez assez clairement ce soir, interroge en permanence les processus de représentation et la manière dont les images participent à cette élaboration d'un monde visible. Donc le film que vous verrez ce soir a une particularité. C'est un film d'animation qui emprunte au livre de la jungle produit par Walt Disney en 1967 son iconographie. Une iconographie que David Claerbout a épurée de toute forme narrative, mais également, et c'est là que l'œuvre devient conséquente, de tout rapport ou toute allusion anthropomorphique, c'est-à-dire les animaux se comportent comme tels et le monde végétal reprend le dessus sur, donc je le rappelle, ce conte de Kipling écrit à la fin du XIXe siècle et dont Walt Disney avait adapté le film et dont vous verrez sans doute comme une sorte de trace, une sorte de fantôme peut-être, en arrière-plan, ressurgir de temps en temps dans le film que David Claerbout a réalisé. Alors en 2016, on avait fait cette programmation qui s'appelait Meta-Cartoon, dans lequel on avait revisité les rapports entre les pratiques artistiques contemporaines et une certaine tradition du cinéma d'animation. Et on avait à cœur de présenter le film de David Claerbout à cette époque. On ne l'a pas fait, donc on rattrape un petit peu le coup ce soir. Ce travail, d'une certaine manière, s'inscrit dans une sorte de constellation de travaux d'artistes contemporains. Je vais en citer un ce soir pour ne pas dresser des listes trop longues. Je pense en particulier, on en a discuté avec David, du film de Mathias Pollenna qui s'appelait Imitation of Life, qui était présenté à la Biennale de Venise, et dans lequel Mathias Pollenna revisitait aussi à sa manière les moyens de production des studios Disney et en exposait clairement et littéralement l'ensemble des composantes qui produisaient, qui amenaient à la production d'un film. Alors le film de David reprend d'une certaine manière cette approche, c'est à moins ce rapport à la technologie. Je rappelle un détail dont nous avons discuté avec Emanuele Coccia en amont, que ce film que Walt Disney avait donc produit en 1967 était le premier exemple d'usage intensif de la xérographie, qui était une technique qui permettait aux studios de reproduire à moindre coût l'ensemble des détails sur les personnages et d'une certaine manière d'évacuer un ensemble de corps de métier qui faisait aussi cette grande famille Disney et d'une certaine manière, dans une sorte de tautologisme ou du moins de retour sur lui-même, le film de David expose aussi, ou du moins exposerait d'une certaine manière, cet évidement de l'intervention humaine sur la production même du dessin animé dont David Claerbout se réapproprie, comme je l'ai dit, cette iconographie. Pour dire juste quelques mots sur Emanuele Coccia, Emanuele est philosophe, il est spécialiste de l'histoire théologique chrétienne médiévale. Il enseigne depuis quelques années à présent à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, et il enseigne également l'histoire de l'art à l'école supérieure des arts appliqués.
Alors récemment, il a publié, enfin du moins ces dernières années, aux éditions Payot, La vie sensible, dont je rappelle la réédition récemment, au mois de février, de cet ouvrage, très rapidement épuisé. Le bien dans les choses, et plus récemment, et c'est sans doute là la raison de cette invitation et de cette conversation qu'on a voulu provoquer, La vie des plantes, une métaphysique du mélange. Donc un essai dans lequel Emmanuel essaie de repenser une métaphysique donc, du mélange en déplaçant les outils du discours de l'animalité de l'humain vers le végétal, dans une sorte de, comme je le disais, oui, de tentative de renversement un petit peu de la pensée qu'on peut produire sur l'être au monde. Voilà, entièrement renversé au regard des plantes. David, vous voulez dire quelques mots avant le film, peut-être préciser sur, Oui. sur la manière dont le film a été pensé? Oui, pas longtemps, mais peut-être quand même, juste pour préciser que d'habitude, le film n'est pas un film pour le cinéma. Et par erreur, presque, il a été programmé quelquefois pour les familles, le dimanche matin, et les enfants. Et ce n'est pas un film pour les enfants. Parce qu'il me terrorise quand il voit ça, c'est difficile. Donc c'est plutôt il a été conçu comme un film d'exactement 1 heure, et je voulais idéalement qu'il continue pendant 24 heures et finisse à l'heure, donc avec comme vous allez voir. Malheureusement, ça c'est j'ai continué à travailler en fait et j'ai enlevé 9 minutes. Donc il est devenu 51 minutes. Donc l'heure à partir d'aujourd'hui c'est 51 minutes. C'est ça la définition de l'ennui. La vie qui se répète toujours. Donc ça c'est une chose. Et deuxièmement, peut-être que le son ce sera un peu trop élevé par rapport à quand je le montre librement, disons, dans une galerie ou dans un espace de musée, où le son serait plus discret. Le son ne raconte pas vraiment à l'histoire. Troisièmement, dernièrement, vous pouvez vous endormir, c'est fait pour. Donc c'est un film qui est fait pour... ce n'est pas une honte, mais ne ronflez pas trop. Merci. On regarde le film et puis après on vient à la conversation. Oui, bah oui. Dérouler le keynote derrière nous et comme ça, je ne dois plus m'en occuper après. Peut-être si vous, dans la technique, là, peut-être on peut connecter l'ordinateur à l'écran. Merci. Voilà. Donc, je laisse dérouler ça à l'arrière-plan pour un peu vous illustrer comment ça a été fait. Et éventuellement, on peut en parler, mais c'est très laborieux pour produire un film pareil, même si ça se présente comme quelque chose qui est très discret. Du côté des heures de main-d'œuvre, c'était pour moi une grande entreprise de laquelle je
comment on dit ça, je me redresse que maintenant, 2 ans après la fin de la production. Tout ça pour vous illustrer que des éléments comme le travail, la main-d'œuvre, le temps perdu, tous des choses qui sont presque des dirty words dans l'économie contemporaine, sont pour moi mes alliés. Ce sont les outils avec lesquels je travaille. Dans The Pure Necessity, ça n'a pas résulté dans un projet spectaculaire, mais presque le contraire, une implosion d'action. Et évidemment, le choix pour The Jungle Book n'était pas accidentel. C'était bien la bande dessinée, enfin le cartoon. Je ne sais pas comment on dit ça en français, le dessin animé, oui. Le plus énergétique qui existait à l'époque, je suppose, et qui inspirait tellement de jeunes encore aujourd'hui. Donc c'était probablement pour cette énergie qui réside dans l'original que ce choix a été fait pour travailler avec ce film-là. Ce que vous voyez, ce sont des essais qu'on avait faits à la studio, travailler d'une autre façon que l'animation classique, mais d'une façon en 3D. Parce que si je me rappelle bien, tu as commencé par cela et ensuite tu as abandonné les projets Les projets au début étaient un projet de réécriture en 3D en fait. Oui. Que tu as ensuite abandonné. Oui, j'avais fait une erreur. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches, mais je n'avais pas fait des essais concernant le 3D, et le 3D ne possédait aucun esprit. Tout était assez mort, mais je voulais trouver quelque chose qui soit assez vidé de vie, mais pas de cette façon-là. Il fallait que ce soit plutôt comme les créatures originales, les acteurs originaux du film, ayant perdu leur carrière et passé les dernières 50 ans à se promener dans la forêt. Donc, avec les animaux en 3D, ça ne... Donc c'était après quelques mois, et ensuite on a organisé une studio d'animation dans ma studio pour réaliser l'œuvre. Ça a pris entre, je pense, 1 an et demi de travail intense et 3 ans de travail dans sa totalité. Et moi, je voulais juste, avant de te poser quelques questions, peut-être revenir. Moi, je pense que c'est un très, très grand ouvrage pour plein de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il opère une forme de désublimation sur au moins 3 plans. Tout d'abord, ce que tu viens de dire, en fait, c'est une désublimation du dessin animé en tant que tel. Tu parles souvent dans les interviews, dans les entretiens, de la religion de l'animation, de cette idée qui est, à ton avis, intimement liée à l'esprit de la modernité, pour plein de raisons, et de ce fétichisme de la vie et du mouvement dont les dessins animés se seraient fait porteur. Et d'une certaine manière, imaginer tout d'abord, à penser tout d'abord au mythe, à ce que par exemple Eisenstein avait écrit des Disney, justement de Mickey Mouse comme emblème d'une vie capable de se métamorphoser sans jamais rencontrer la mort, donc capacité protéiforme de l'être vivant qui ne rencontre jamais la négativité, la limite, etc. Donc Disney, c'est emblématiquement cette capacité de la vie de dépasser toute limite. Et de l'autre côté, voilà, l'animation, penser à tout ce qui s'est fait autour du mouvement, de l'image en mouvement, de Muybridge, etc. Ici, tu l'as dit d'ailleurs, tu dis souvent, j'ai voulu enlever de la vie et faire une espèce de contre-animation, de contre-car, voilà, le contre-animation qui est aussi au sens
le mouvement n'est plus là car il n'y a plus de progrès à attendre, il n'y a plus de mouvement à réaliser car les mouvements n'amènent nulle part. Donc sur les plans matériels, il y a cette désublimation du moyen, du médium, qui fait que les dessins animés n'est plus l'expression de vie. Au contraire, on voit des êtres déprimés, extrêmement peu mobiles, en errance complète, sans qu'il y ait une direction, aussi, étant donné que le fait que, par exemple, le film est montré en boucle dans des musées, donc il n'y a pas non plus une direction dans les sens où il n'y a pas une ligne, une parabole narrative diégétique que le film pourrait produire. Et donc il y a les retours de choses. Et cette cyclicité, mais qui n'amène plus nulle part, est soulignée d'un côté de la fin emblématique du film qui aurait pu peut-être à l'époque où il est sorti faire rêver les publics, mais qui aujourd'hui la chanson finale s'appelle My Own Home. C'est la chanson de cette petite fille qui dit c'est ma maison, mon père est dans la jungle, ma mère est en train de cuisiner, elle m'a envoyé prendre de l'eau. Et en fait, je prends de l'eau jusqu'au moment où moi, je serai grand moi, je vais cuisiner pour ma fille et je vais envoyer ma fille prendre de l'eau. C'est vrai que c'est à la fin du film qu'on comprend qu'est-ce qu'est l'ordre qu'on veut qui reste établi. Et pour ce qui concerne l'animation, il est vrai que il est très difficile de demander à quelqu'un qui a comme métier de donner de la vie à une ligne ou à une forme, de faire le contraire ou d'enlever cette vie. Il est très difficile de dessiner des lignes en mouvement, une image en mouvement qui n'a pas comme but le progrès. Et j'ai toujours en fait identifié cela avec un état différent depuis l'apparence de la digitalisation, qu'il y avait un triangle de la durée qui n'était pas une flèche en avant ni en arrière, mais qui était un troisième point, qui était situé, on pourrait dire, qui était peut-être le présent, mais qui au moins fait de la durée quelque chose qui n'est plus emprisonné ni dans le futur ou dans le passé, où le choix dans la durée devient presque invisible. Le temps, le lien entre la durée dans le film et le progrès est cassé. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'industrie du gaming, que c'est une façon de faire des films sans que le progrès soit 100% dessiné à l'avance. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme tu as dit, cette coupure du lien entre animation et progrès, et cette aussi vision moins progressiste, moins enthousiaste de l'animation, permet de faire ressurgir une expérience de la temporalité qui est une expérience totalement différente et qui est très très proche de la nuit, comme au fond de la nuit comme un espace, un présent pur où il ne se passe rien du tout, même d'un point de vue ni diégétique, il ne se passe rien, mais même météorologiquement, c'est intéressant parce qu'à un moment, il y a une tempête qui s'annonce, mais en fait, c'est pas vrai, ça s'annonce pas. Donc, c'est vraiment une expérience de la temporalité pure, mais qui est placée au cœur de la nature. Et là, il y a, à mon avis, le deuxième grand effet de sublimation de ce film,
qui est qu'au fond, tu prêtes aux animaux la plus humaine aussi des sentiments, les plus humains des sentiments, des sensations, la plus spirituelle, on dit sentiments, c'est-à-dire la nuit, en fait. Donc, elles sont des êtres qui sont en train de s'ennuyer. Tu as dit, voilà, des acteurs qui ont perdu leur rôle. À un moment, dans un entretien, tu as dit, ce sont des acteurs lorsqu'ils sont hors caméra, donc lorsqu'ils ne sont pas repris ce qui est intéressant dans ce deuxième mouvement de désublimation, me semble-t-il, c'est que voilà, en enlevant de la vie, mais en enlevant aussi et surtout l'humain de cet espace, on ne retrouve pas la nature que depuis les romantismes on veut trouver, c'est-à-dire une nature tout d'abord qui est en train de faire beaucoup de choses, de travailler pour son propre progrès. C'était aussi l'idée de Darwin, au fond, l'idée de la struggle for life, de la lutte pour la vie en Darwin, c'était, voilà, il faut combattre pour pour produire les progrès de sa propre ligne génétique. Alors que là, les animaux ne combattent pas, ne sont pas en train de combattre, ne sont pas en train de progrédir, ils sont juste en train de rien faire. Même d'un point de vue biologique, ils ne sont pas non plus en train d'accomplir les activités les plus basiques, c'est-à-dire manger. Il y a un seul moment où un éléphant mange, mais c'est plus par ennui là aussi que par nécessité biologique. Et je voulais voilà, ils sont des êtres libérés d'une certaine manière de la pure nécessité. Je voulais revenir un peu sur les titres aussi avec toi. Comme vous savez, le titre fait référence à peut-être l'une des chansons les plus célèbres qui vient de ce film, qui porte en anglais les titres de The Bare Necessities. Et c'est une chanson qui dit, je l'avais noté, The Bare Necessities, look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean bare necessities. That's why a bear can rest at easy with just the bare necessities of life. The bare necessities will come to you. They'll come to you. Donc, d'une certaine manière, l'idée fondamentale de la chanson et du film était, c'est un motif qui revient souvent chez Disney, mais c'était, voilà, on n'a rien de quoi se soucier, tout arrive. Mais là, tu l'as pris à la lettre, au fond c'est une nature qui a été libérée de cette nécessité de se préoccuper de manger. Mais du coup, en prenant cette chanson à la lettre, voilà ce qui se passe. Ben, du coup, les animaux sont dans ce que Jève aurait appelé une espèce de snobisme absolu. Ils ne savent plus rien quoi faire. Ils sont égarés. Une autre chose très importante, et là peut-être parce que l'un des points extrêmement intéressants du film, c'est le travail à la fois de confusion et d'inversement, de renversement du rapport entre fond et figure. Et donc, ce sont des êtres qui sont plus chez soi. En fait, la nature n'est plus la grande maison à l'intérieur de laquelle tout le monde se trouve chez eux, chez soi. En fait, il n'est pas non plus la force menaçante, étrangère. Elles sont dans un espace qu'ils explorent sans qu'on ait l'impression que c'est vraiment leur maison. Oui. Mais ce n'est pas non plus voilà, la nature sauvage. Donc, En fait, quand j'ai eu l'idée pour faire la pièce, il y a eu plusieurs choses qui sont venues ensemble. L'idée m'est venue par la chanson à la fin du film.
mais je lisais aussi sur une phrase que Maggie Thatcher avait dit au milieu des années 80 sur l'individualité et le non-existence des sociétés. La société n'existe pas, il y a des individus et leur famille. Elle a dit ça littéralement, probablement pour provoquer. Ça, c'était resté chez moi et dans ma tête et je me demandais, 68, qu'est-ce qui en est devenu de ces créatures? Et serait-il possible d'enlever une partie de l'anthropos qui est dans le 68 animation, dans l'animation de 68, et de le remplacer par qu'est-ce qui se passe quand les animaux ne se rencontrent plus, quand ils interagissent plus, et quand ils se comportent comme le disait Margaret Thatcher, comme des individus et sans famille. Et ça m'a amené à penser que en fait, le cinéma, comme lieu de se retrouver ensemble, est aussi presque en disparition. Sauf si consciemment on veut en faire une église, parce qu'elle est ça finalement, elle est une église moderne, avec la différence que on s'assoit l'un à côté de l'autre pour se taire et pour ne pas avoir un dialogue. Et j'ai souvent pensé qu'en fait le cinéma c'est une solution d'après la Deuxième Guerre mondiale, que c'était une façon de mettre ensemble en unité les gens sans qu'ils devaient se parler, sans qu'ils devaient continuer à dire des choses qui étaient trop compliquées pour lesquelles il n'y avait plus de paroles, que les paroles étaient peut-être épuisées. Mais je n'en suis pas sûr, c'est juste une association que je fais. Mais je l'ai rendu palpable, essayer de le rendre palpable dans ce film-là, comme une ombre de l'original. Et finalement, je pense que mon but n'était ni faire un nouveau film, ni renvoyer à l'original, mais de trouver un lieu entre les deux, qui est évidemment dans la mémoire, mais qui est plutôt de l'ordre des traces. Oui, deux choses, parce que tu as dit deux choses très très importantes. Tout d'abord, c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, une des choses qui frappe les plus, c'est que, même d'un point de vue de cliché romantique autour de la nature, c'est que voilà, la nature n'est plus l'espace d'une rencontre, que ce soit biologique ou spirituelle, entre les êtres. Comme les êtres cessent de se manger, de s'entre-dévorer comme ils font normalement dans le... Il y a même cette scène où la tigre est en train peut-être d'attaquer l'autre animal, mais qui est interrompu. Donc, il n'y a pas vraiment de rencontre. Donc, du coup, les animaux sont seuls. Ce qui est extrêmement intéressant, parce qu'il transforme la jungle, qui est par excellence la métaphore de la densité des rencontres, des vies qui s'y croisent et qui se tissent en communauté, dans un espace de vraie solitude métaphysique. En fait. Même dans une contiguïté physique, souvent on a l'impression de faire face à des familles de animaux apparentés de la même espèce. En fait, ils se parlent même pas. Voilà, les êtres ne se rencontrent pas et ils se parlent jamais. En fait, ils se touchent à peine, etc. Donc ça, c'est très fort de faire de la nature et de l'agent ça se reflète sur l'audience. Oui, qui se sent seul, se trouve sans beaucoup de sons, sans beaucoup d'événements, et qui finalement commence à, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que commence à écouter le métabolisme de son voisin en train de fonctionner, comme si dans ce moment-là, le cinéma dévoilait quelque chose qui devrait rester caché. Donc c'est intéressant ce que j'allais te demander, parce qu'au fond, dans les cinémas, c'est très juste ce que tu dis, les cinémas, c'est une expérience de solitude partagée, mais qui est rendue tolérable par des images, etc. Oui. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est que
ces animaux-là ne sont pas non plus spectateurs de quelque chose qu'ils partageraient. Ils sont vraiment dans une situation, dans une condition de solitude et Oui. de absolue. Et tu sais, Manuel, j'ai, pendant quelques mois quand même, je me suis demandé, quand je pense que c'était l'idée de Jonathan, de nous mettre ensemble, quel était le but ou quel pouvait être l'agenda secret. Parce que je ne te connaissais pas très bien. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai découvert quelque chose qui m'a préoccupé pendant des années et auquel je n'étais pas conscient. Et c'était rendre la priorité à l'arrière-plan. Et je me rends compte d'ailleurs aussi que depuis une pièce comme Bordeaux Peace, que je pense qui est dans la collection du Centre Pompidou, que l'arrière-plan a été central et que les acteurs étaient de la poussière ou quelque chose qui servait à autre chose, mais qui n'était pas de l'avant-plan. Et en fait, c'était le projet aussi de Pure Necessity, mais de bien d'autres œuvres comme aussi très récente Olympia, que j'ai fait avec les plantes. Tu l'as Oui, je pourrais. Peut-être on pourrait faire ça. C'est autre chose, mais. En tout cas, l'objectif de Jonathan, c'était de nous permettre, comme tu as dit, à chacun de nous d'écouter les métabolismes de l'autre. Mais ce sont tout ça, pour moi, ce sont des métaphores d'essayer de trouver une atmosphère, comme tu l'avais dit, que j'avais décrit comme une matérialité, dans un monde qui est de plus en plus virtuel, sans référence, et dans lequel il faut, on dépend beaucoup de la mémoire, comme si on était devenu aveugle et que les sensations corporelles et de l'environnement étaient celles qu'il fallait puiser de la mémoire. Et beaucoup de ces œuvres recherchent exactement ça. Et concrètement, parce que ce qui est intéressant dans ces renversements du fond et de la figure, donc tu as enlevé les protagonistes, c'est-à-dire les deux humains, même ce qui est intéressant, c'est que tu as gardé la fille, mais qui du coup, elle rencontre pas Mowgli, on supposait dans les films qu'elle serait tombée amoureuse de lui, et donc elle reste seule. Ouais, donc, mais concrètement, techniquement, parce que tu disais que reprendre tu as dû reprendre aussi le fond, les dessins du fond Oui, entre ça, pendant la production, il y a eu un procédé pour écarter les personnages du fond arrière, qui est assez facile, c'est fait par des algorithmes, mais qui est, disons que la vengeance propre de mon idée contre moi était que le travail d'animation était largement sous-estimé. Et que même pour faire ces mouvements discrets, donc c'est vrai que d'abord j'ai enlevé en fait tous ces personnages. J'aurais pu le laisser à ça, je pense, mais formellement, je m'aurais trouvé dans un lieu, je pense, trop écarté à l'original ou à l'idée de la solitude probablement. Et que finalement, regarder un film, c'est comme on avait écrit, regarder un film, c'est toujours regarder de la position de l'être humain. Et que maintenant, j'associe, mais quand j'enlèverai les personnages pour ne plus les réintroduire, et pour le laisser la priorité au arrière-plan pur et dur, je ne suis pas sûr si j'aurais réussi à rendre palpable l'œil, le regard.
ça aurait été un regard toujours humain Oui. vers un paysage. Il fallait réintroduire les animaux qui s'ennuient, en fait, qui sont largement basés sur du footage que j'ai filmé dans des zoos et des parcs animaliers, où les animaux s'ennuient professionnellement. Donc, voilà, oui. Et est-ce que juste pour vous illustrer, ce que je vous montre, c'est un autre projet, mais aussi récent, qui est un projet de logiciel en temps réel, où l'environnement autour du stade de Berlin a été coupé, l'herbe a été coupée la dernière fois en mars 2016, et que maintenant la nature s'approche petit à petit comme sauvage, jusqu'au point où dans le futur elle va couvrir la majorité du bâtiment. C'est évidemment un clin d'œil à les 1000 ans d'une histoire et la prétention de pouvoir rendre l'histoire concrète pendant 1000 ans. Mais là aussi, tu m'as fait découvrir en fait que c'était de nouveau la végétation qui était mon héros. Ça me fait fortement penser à ce que tu avais écrit dans La vie des plantes. Oui, et dans ces cas-là, c'est aussi, dans ces projets-là, c'est aussi, au fond, il y a ce paysagiste français assez important, parce qu'il a un peu révolutionné la manière de construire des paysages, qui s'appelle Gilles Clément, qui avait inventé ces concepts de tiers paysage, c'est-à-dire l'idée des paysages qui sont des paysages anthropisés, qui, une fois délaissés ou abandonnés des hommes, sont petit à petit l'objet d'une réappropriation de la nature. Donc, c'est exactement ce que tu mets en scène. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, ce sont des paysages par excellence où la frontière entre culture et nature se fasse. C'est ce que déjà les siècles derniers on avait remarqué. Au fond, les ruines et tout bâtiment abandonné sont vraiment les lieux d'un renversement. C'est la culture qui redevienne nature. Et aussi, voilà, c'est un espace c'est un bâtiment qui redevient paysage. C'est une figure qui redevient fond, en fait. Et donc, c'est jeu qui est très, très important, j'ai l'impression, souvent dans tes œuvres, mais qui n'avait jamais eu, d'une certaine manière, une explicitation formelle si accomplie avant de pure nécessité. Car là, comment dire, tu mets en scène exactement ce procédé techniquement, matériellement, en fait, d'un point de vue matériel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire, au fond, les risques, c'est à chaque fois qu'on veut faire ce genre d'opération, même visuellement, c'est de retomber dans une forme de peinture ou de cinéma de paysage, en fait. Donc, qui est une forme, au fond, comme tu disais, de prolongement d'une identification, d'une projection humaine dans les paysages. Alors que, effectivement, ce que je trouve intéressant et qui revient un peu à ce que tu disais à propos de l'espace cinématographique, la présence des animaux ennuyés, ce n'est pas où l'histoire entière que tu racontes, ou l'histoire, ce qui est présent dans les images de The Pure Necessity, c'est vraiment une nature qui échappe à n'importe quel cliché, à n'importe quelle attente, c'est-à-dire une nature dans laquelle on ne peut plus s'identifier dans aucune manière, en fait. Ce n'est pas une nature sauvage, ce n'est pas une nature d'une certaine manière accueillante. Ce ne sont pas non plus
des êtres différents, mais ce ne sont pas non plus, car ils s'ennuient, mais ce ne sont pas non plus des êtres trop proches de nous. Donc, il y a cette étrange opération de sublimation et d'étrangement de ce qu'on appelle nature, qui fait que, même d'un point de vue, je pense politiquement, du coup, il s'agit d'un film important, car il permet pour une fois de jeter un regard réel sur ce qu'on appelle nature, qui a été depuis des siècles, en fait, juste un espace de projection de nos désirs, de nos attentes, et d'en faire quelque chose où pour le dire avec une phrase d'un autre artiste, personne ne sait ce qui est bien ou ce qui est mal, en fait. Donc, c'est vrai que je pense qu'aucun d'entre nous s'est probablement trouvé dans la nature sauvage pure, parce que c'est un endroit où on effrayant, un endroit de solitude aussi effrayant pour se trouver seul comme être humain. Donc chaque image, que ce soit dans la peinture ou chaque paysage, est un paysage qui est complètement balisé par le regard humain et domestiqué. Mais je pense que, en fait, je n'ai qu'un seul outil de défense contre cette domestication, et c'est probablement rendre la durée de l'ordre du respire, peut-être. Et je crois que peut-être avec la hybridisation des médias, il devient clair que ce n'est pas cet écran, ni cet ordinateur, ni ce portable qui sont les déterminants de l'observation, mais c'est comment le personnage, c'est nous. Soit debout, soit assise dans un fauteuil, soit ailleurs, respire devant quelque chose. Et chaque projet de immédiacité, est-ce qu'on peut le dire? Immédiacité, qui est l'histoire de la peinture, me semble avoir créé un état d'être pas suffisamment relax, c'est-à-dire pas en coïncidence avec le respire. Enfin, au moins c'est assez rare, comme si c'était à chaque fois un état d'être élevé, euphorique éventuellement, réifié. Et je pense que ça a toujours été un peu quand même mon projet, c'est de introduire un sens de panorama dans l'image. Paradoxalement, pour obtenir cela, je reste proche des conventions, assez explicitement dans le Pure Necessity. Et donc sculpturalement, je ne me promène pas trop loin. Du côté installation, je ne me promène pas trop loin de l'image en mouvement conventionnel, la projection simple. Je ne suis pas quelqu'un qui croit dans la sculpture en mouvement, environnementale, qui va vous transformer. Et de ce point de vue, c'est intéressant aussi formellement, car ce film est, au fond, est une réécriture assez fidèle, d'une certaine manière, de son modèle, mais tout en les détournant complètement jusqu'au point que c'est difficile de comprendre à la fin si c'est une vraie réécriture ou pas, si c'est quelque chose qui emprunte du modèle qui n'est plus
la surface formelle pour en faire quelque chose de très très différent. Donc, qu'est-ce que cela a voulu dire pour toi de travailler dans cette frontière où, sous l'apparence d'une simple réappropriation, en fait, tu fais quelque chose qui n'a plus vraiment rien à faire, ni formellement, parce que, au fond, tout a été redessiné. Tu dis qu'au fond, les véritables modèles ont été tes raches dans des zoos, etc. Ni d'un point de vue diégétique ou, comment dire, conceptuel, en fait. Qu'est-ce que cela a voulu dire, au fond, marcher sur cette crête qui est très fine, très... Je pense que tout était sous le soleil d'éviter l'immédiat ou l'effet immédiat. En espérant que le spectateur qui essaye d'obtenir une synthèse immédiate devrait nécessairement s'en aller et continuer à faire autre chose. Et pour donner l'opportunité à cette période de, je ne sais pas, 10, 15, 20 minutes pour renverser la chose. Et pour ensuite, vers la fin du film, mais c'est le cas aussi dans des pièces comme Sections of a Happy Moment, pour avoir été transformé en autre chose. C'est parfois difficile de dire en quoi, mais ce sont des choses matériellement très faciles à comprendre, comme la cristallisation ou le liquide, la température, le froid, le chaud, le soleil, l'ombre. Mais des choses dont j'insiste qu'en fait un aveugle pourrait s'en souvenir. Quelqu'un qui, au moins, qui à un moment donné dans sa vie a vu le soleil. Que parfois, dans un pessimisme culturel, je pense qu'être le futur de l'image, un endroit où l'objectif, le lens aura disparu et que l'image sera entièrement construite par les idées. Comme si on revenait à la peinture. Et du coup, on revient à des idéologies beaucoup plus concrètes et moins contrôlables par l'utilisateur qu'était la photographie. Enfin, ça, pour ma petit moment de pessimisme. Mais ce n'est pas, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Je pense que c'est tout simplement... ça nécessitera, à mon avis, un nouvel organe, presque un nouvel sens de regarder. Déjà, c'est déjà à l'horizon cette disparition de cette authenticité mutuelle entre ce qui a été et ce qui a été enregistré. Mais que tu, dans ce film, au moment, tu portes au fond au paroxysme, dans le sens que tu parlais de la volonté de produire au fond une désillusion, une déception même à la fois diégétique, visuelle, au fond. Et c'est intéressant, ça serait intéressant, tu as parlé de l'expérience des enfants, donc ça serait intéressant d'interroger aussi les enfants qui probablement avaient vu le film, mais on commence presque dans les mêmes termes que le film de Disney, on termine presque dans les mêmes films, dans les mêmes termes que le film de Disney, mais tout est entre les deux, tout est totalement différent. Tout en laissant, comme tu dis, une espèce de souvenir, de trace qui est plus d'ordre atmosphérique qui est formel. Aussi long que ça a un effet presque hormonal, sans effet spectaculaire, sans intervention claire, ni parole. Parce que l'autre grand, et de ce point de vue, je trouve que le film est assez cohérent dans sa poétique, parce que l'autre, au fond, tâche difficile que tu avais, c'est que dans cette opération de double, triple, des sublimations du médium
animation, dessin animé, donc qui n'est plus l'espace de l'exaltation de la vie des lignes et de la vie tout court et du progrès, mais quelque chose de différent. Des sublimations de la nature, qui n'est plus l'espace de la lutte, du progrès, de la rencontre, de la reproduction, mais un espace de garement, en fait, de garement collectif et de solitude collective, de solitude partagée, un peu, donc très proche de l'expérience cinématographique dans ces termes-là, et des sublimations aussi de l'homme, car ce qui est intéressant, c'est qu'enlever l'humanité de du film ne répond pas à une logique aussi sublime à l'inverse, c'est-à-dire de vouloir reconnaître dans l'homme une monstruosité. Donc, je disais, dans cette opération du triple des sublimations, ce que tu as évité à chaque fois, c'est de retomber dans des logiques de monstruosité, d'excès qui reproduisent à contrario à notre sublime. Donc, ce que je trouve extrêmement impressionnant, c'est comment comment déconstruire à chaque fois ces objets différents, mais avec un petit déplacement qui permet à la fois de rester collé sans s'identifier, de produire cette expérience que tu venais de décrire, c'est-à-dire on y reste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, parce qu'on s'attend de retrouver quelque chose et on ne les retrouve pas, et on en sort en ayant vu quelque chose qui est très différent et qui du coup, et je trouve de ce point de vue aussi intéressant d'un point de vue théorique, du coup change notre expérience du film que tu as pris comme modèle, car ce que je trouve intéressant, c'est aussi regarder qu'est-ce que cela devient au fond les films de Disney après ce que tu as fait. On parlait avant avec Jonathan d'une certaine manière de à quel point les faussaires ou la copie dans l'histoire de l'art a un rôle très important d'un point de vue historique, de redécouverte de grands classiques, etc. Mais ici, les mouvements importants de cette copie est aussi plus profond et plus drastique, car au fond, ça rend l'expérience du regard du film de Disney totalement différente, je trouve. Donc, Je serais presque satisfait si déjà, après ça, on pourrait retourner vers le 68, l'animation de 68, et le revoir envigoré d'une autre façon. Mais c'est, je pense, ma génération, souvent, des artistes qui ont travaillé dans l'appropriation, qui n'est pas toujours le cas avec moi, mais quand même dans mon archive, qui est plein de photographies surtout, c'est toujours cette recherche, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Est-ce qu'elle est faite pour oublier ou est-ce qu'elle est faite pour s'en souvenir? Est-ce qu'il faut en prendre soin? Comment humainement il faut le faire? Ou est-ce qu'il y a ce côté humain de le faire? Est-ce que, au contraire, c'est une situation de pouvoir quand on a 2 caissons de photographies, de 10 000 photographies? Est-ce que c'est une situation de pouvoir ou une situation de... Non, archiviste, parce qu'archiviste, c'est autre chose. Ou est-ce que c'est une attitude d'essayer de trouver une deuxième chance à quelque chose? Parce que finalement, avec chaque image qui est née de la technologie et non pas de la main, il y a toujours quelque chose qui reste collé, c'est qu'elle va dans le futur, elle va se transformer dans quelque chose qui deviendra pittoresque à un moment donné. Et ce pittoresque je pense dans notre tête, c'est quelque chose d'assez horrible. Ouais. Ça veut dire que les vêtements d'un personnage qui a été photographié dans les années 1910 deviendront l'avant-plan.
et que ces vêtements nous empêcheront de voir en fait une des phénomènes pour laquelle l'image en mouvement a été tellement célébrée, c'est-à-dire pour ne pas oublier, pour revivre et pour recréer cet effet hormonal presque de synchronicité, de vie. Et donc je pense que c'est ça, au fond, ce qui me mène toujours à faire chaque pièce. C'est très beau cette idée des images, au fond, de travailler sur un film, une image déjà existante comme une tentative de lui donner une deuxième chance, en fait, une deuxième chance de vie. Je pense qu'il est temps peut-être. Est-ce qu'il y a de questions de votre part, du public? Je voulais déjà vous remercier. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir et d'émotion à voir le film. Alors peut-être, avant de poser une question, juste une petite anecdote, puisqu'en fait, le film de Walt Disney, c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais enfant. Donc je devais avoir 5 ou 6 ans. Pareillement avec moi. Donc c'est le premier film que je n'ai pas revu depuis. Et j'ai vu quelques années après un autre film en France qui avait eu beaucoup de succès, un documentaire animalier qui s'appelait Le territoire des autres. Donc c'est les deux premiers films que j'ai vus. Alors ce qui me frappe, c'est effectivement, depuis 50 ans, le film s'est endormi, enfin c'est affalé sur lui-même, mais il y a cette idée qu'on trouve beaucoup dans la théorie, la critique française, sur les films qui ont regardé notre enfance, enfin comment elle a été nourrie de ça. Donc là, il y a un curieux sentiment, puisque tout à coup, cette mémoire est chargée aussi tout simplement de notre relation à l'animal qui a beaucoup changé. Donc il y a ce passage, cette éclipse qui apparaît dans le film. La question que je voudrais vous poser, c'est quel est c'est une question un peu vaste peut-être, mais enfin, quelle est la relation à l'enfance qui est entretenue à travers ce projet? Parce que vous en avez parlé au tout début en disant parfois il y a des erreurs de programmation dont des enfants vont voir le film et il ne leur est pas adressé de certaine façon. Mais en même temps, il y a une part secrète d'adresse dans le film qui est liée à l'enfance. Et vous n'en avez pas parlé. Je pense que c'est l'espace entre l'enfance et l'adulte qui pourrait être un réel espace, parce que comme pour vous, pour moi aussi, ça m'a pris, je pense, 40 ans ou 42 ans avant de, par accident, revoir ce film qui m'avait ensuite donné l'idée. En fait, je travaillais sur un autre projet, mais je surfais sur l'Internet et paf. Et c'était la chanson, probablement comme vous, oui, avec laquelle je ne savais pas quoi en penser, s'il faisait partie d'une horreur ou d'un enchantement. Et c'est un peu ça, toujours du domaine de l'enfance, non? C'est que c'est entre quelque chose qui soit trop fort ou avec lequel on pourrait jouer. Donc je pense que c'est cet espace entre l'enfance et l'adulte. Mais ce n'est ni pour l'adulte ni pour l'enfant, malheureusement. C'est pour oui. C'est nouveau pour faire du temps un espace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais vous demander comment est-ce que vous gérez la question de l'utilisation des personnages copyrightés par Disney? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec Walt Disney? Eh bien, donc tout ça c'est filmé, donc je dois écouter. Il y a comme ça des choses qu'il faut faire sans penser une deuxième fois, et ça fait partie de ce projet-là. Et les conséquences, on les prend après. C'est un peu comme faire un enfant, non? On ne sait pas qu'est-ce que cet enfant va vous dire dans 40 ans. Pourquoi est-ce que vous m'avez crié? Mais ce serait en tout cas un cas judiciaire assez intéressant, je pense, pour les copyrights. Parce qu'il y a une scène qui a été reprise, c'est la scène avec le tigre et la biche.
qui est la seule scène réaliste, on pourrait dire, dans l'original, où il n'y a pas de parole, où il n'y a que la chasse, la mort présente dans les yeux de la biche et du tigre. C'est un peu bizarre, peut-être que c'est la seule pièce que je n'ai pas redessinée, tout le reste a été redessiné. Mais je pense que le moindre qu'on puisse dire, c'est que c'est confus. Toutes les argumentations pour et contre seraient confus. Ce n'est pas une appropriation paresseuse, par contre, qui est souvent un cliché collé à l'appropriation, parce qu'on n'avait pas envie de se lever de son fauteuil pour faire quelque chose. Là, c'était bien le contraire. Donc, la main-d'œuvre devient de plus en plus claire. Et j'aimerais voir l'argument de l'avocat qui verrait la première fois le film et par profession devrait le regarder 10 fois. Je me demande si l'avocat, en fait je suis assez certain qu'après la 10e fois, l'avocat ne peut plus verbaliser les pensées qu'il avait dans la première fois. Donc, mais j'espère que ça ne deviendra pas comme ça, qu'on n'aura pas ce problème-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais si ce n'est pas le cas, Ah, si. Ah, pardon. Vous avez gardé l'arrière-plan quand même de l'original ou même l'arrière-plan a été redessiné? Alors, je pense que c'était Jonathan ou Emmanuel qui disait ce soir que l'arrière-plan dans l'original, c'était Jonathan qui disait que c'était une façon première de faire du Xerox et d'une façon extrêmement simplifiée de dessiner l'arrière-plan avec des peintures répétées. Probablement parce que est-ce possible que c'était... C'est les personnages qui ont été faits au Xerox, en fait. Ah, les personnages aussi. Ah oui. Mais avec l'arrière-plan, c'est aussi le cas. On le voit que tout est répété. Et avec cet algorithme, il était en effet possible de récupérer beaucoup des arrière-plans originaux. Donc, mais finalement... En fait, j'ai fait un détour dans le procédé. J'ai voulu faire un film en noir et blanc d'abord, mais dessiner ligne, donc pour plus le vider, le contenu, couleur, vie, rythme, beauté, simplifié presque. Donc pour le rendre plus aride. Et ensuite, j'ai changé d'idée. Et je l'ai recoloré complètement. Donc, ouais. Donc oui et non, c'est pareil et non. Bon, nous allons, c'est le temps de vous remercier tous les deux. Nous devons abandonner la salle. Merci. Merci.